Quelle sonorité ce X1, n'est-ce pas? Ça vous donne des frissons. On est bien loin du sifflement des voitures électriques à pile des années 2020. Dans les années 80, mon gars, tu prenais ce moteur, tu l'associais à ses jantes et tu mettais une sacrée raclée au Golf GTI. Et aujourd'hui, je vais vous montrer que Peugeot a su se forger une très belle réputation en compétition dans les années 80-90, période durant laquelle il a produit les plus belles sportifs de son histoire avant de produire des sportifs de plus en plus aseptisés. Alors bien évidemment, aujourd'hui on va parler de la Peugeot 205 GTI, mais pas que, parce que de nombreux autres modèles ont contribué à forger la légende de Peugeot Sport. Alors mon gars, si tu as envie de retourner en 1985, autant d'Hulk Hogan, de la Nintendo NES, de Marty McFly avec la DeLorean et de l'italon italien, tu poses la manette de ta Dreamcast et tu laisses Alex t'embarquer dans l'histoire de Peugeot Talbot Sport. Si quand tu étais plus jeune, tu as pu faire le zouave avec ta Peugeot 103 en mettant parfois un petit peu d'éther dans le réservoir pour impressionner tes potes au collège, c'est parce que Peugeot ne s'est jamais limité à l'activité automobile. L'histoire de Peugeot débute au début du 19e siècle, lorsque la famille se voit confier par Napoléon Ier la tâche de fournir des uniformes pour ses soldats. Dès 1810, les deux frères Peugeot, Jean-Pierre II et Jean-Frédéric, décident de diversifier les activités de la famille et se lancent dans la sidérurgie. Ils fabriquent des lames de scie, des ressorts pour les horloges ou encore des moulins à café dès 1840. Crise en 1848, l'affaire est reprise par les fils de Jean-Pierre II dès 1851. Jules et Émile, ils se lancent dans la fabrication d'armatures pour les crinolines. Tu sais, les grandes robes des dames au 19e siècle. En 1886, eh bien, les fils respectifs de Jules et Émile, Eugène et Armand, reprennent l'affaire et ils se lancent dans la fabrication de bicyclettes. Armand Peugeot découvre dès mai 1886 l'invention d'un monsieur Serpollet, une chaudière. Alors attention, on n'est pas sur une chaudière comme tu peux la trouver dans ton local à poubelle, on est bien sur une chaudière à vapeur. Il décide d'adapter cette invention sur un tricycle, naissance de la Peugeot Type 1 en 1889. Elle sera présentée la même année à l'exposition universelle de Paris. Lors de cette grande exposition, Armand rencontre monsieur Levasseur qui produit lui-même le premier moteur à explosion sous licence en France. Ce moteur a été inventé par monsieur Daimler. Un accord est trouvé entre Levasseur et Peugeot. Naissance de la première Peugeot à moteur à explosion en 1891, la Type 2, 4 exemplaires, 2 chevaux, 18 km/h. Armand est beaucoup plus novateur que Gênes et souhaite se lancer dans la production automobile uniquement. Les deux frères se séparent vraiment le 2 avril 1896 lorsqu'Armand dépose les statuts de Peugeot Automobile à Lille, où il crée en même temps une grande usine à Lille-Fives. Une deuxième usine est créée à Audincourt et oui, Sochaux, ce n'était pas pour tout de suite. Malheureusement pour Eugène, les difficultés s'installent dès le début du XXe siècle. Son activité doit fusionner avec celle d'Armand dès 1910. Le site historique de Sochaux est créé en 1912. À l'époque, Peugeot est le deuxième constructeur automobile français. Après la Première Guerre mondiale, un nouveau constructeur très moderne et innovant qui investit énormément apparaît en France, Citroën. Il fait mal à tout le monde puisqu'il devient le premier constructeur automobile français. La crise de 29 tape également. Peugeot est en difficulté financière mais survit grâce à son premier modèle fabriqué en grande série, la Peugeot 201 introduite en 1924. Peugeot continue son aventure et sur sa lancée avec la 402 qui apparaît en 1935, la 302 qui apparaît en 1936 et la 202 qui apparaît en 1938, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Peugeot est plus ou moins obligé d'aider l'occupant allemand en fournissant des camions, des ambulances et en fabriquant même des moteurs pour les avions sous licence BMW. Après la Deuxième Guerre mondiale et pour essayer de repartir et de sortir des difficultés financières, Peugeot mise tout sur un modèle unique. Il sort en 1948 et sera produit jusqu'en 1955, la 203. La voiture a un moteur 4 cylindres, 1,3 litre, 42 chevaux. Elle abat le 0 à 136,5 secondes. De quoi donner des sueurs à pas mal d'entre vous. Néanmoins, ce sera un franc succès pour Peugeot. La voiture sauve la firme avec 699 863 exemplaires produits.
La 203 permet notamment à Peugeot de renflouer les caisses et moderniser un petit peu et diversifier sa gamme. La 403 apparaît en 55, énorme succès à nouveau, 1 200 000 exemplaires fabriqués pour Peugeot. La voiture est inscrite en compétition, elle gagne le rallye de Finlande en 55. D60 apparaît une berline encore plus moderne chez Peugeot, la 404, elle est parfaitement adaptée aux 60s. Énorme succès à nouveau pour Peugeot, 2 900 000 exemplaires ont été vendus. J'adore cette voiture en coupé et cabriolet, dessinée par le maître italien Pininfarina. Le cabriolet apparaît en 61, compte environ 40 000 euros pour un beau cabriolet, fabriqué à seulement 6 837 exemplaires. Le coupé, quant à lui, est un petit peu plus courant, avec 10 388 exemplaires. Comptez environ 25 000 euros, bien sûr en motorisation 1,6 litre injection, 88 chevaux. Bien évidemment, Peugeot continue de diversifier sa gamme dans les années 60, mais tout en restant tourné vers une clientèle assez conservatrice. La 204 première traction de la marque voit le jour en 65, elle évolue en 304 D69, une version un peu plus modernisée et rallongée de la 204. J'adore cette voiture en coupé cabriolet, notamment en version S 74 chevaux, à acheter dès maintenant car les prix ne font que monter. En 68, sortie d'une berline assez légendaire chez Peugeot, la 504. Gros succès à nouveau pour Peugeot. La voiture est proposée notamment en version TI, 2 litres injection Kugel Fischer 106 chevaux, version que j'apprécie particulièrement avec ses appuis-têtes à l'avant si caractéristiques. La voiture est également déclinée en version coupé et cabriolet, toutes les deux dessinées par Pininfarina à nouveau. Comptez 30 000 euros pour un beau cabriolet V6 et 15 à 20 000 euros pour un beau coupé V6, mais les cotes malheureusement ne font que monter alors que pendant longtemps, personne ne voulait de ces autos. 1972 marquera la sortie de la petite citadine qui donnera naissance aux toutes premières GTI chez Peugeot, la 104. La 104 ZS voit le jour en 74 avec une présentation spécifique, moteur 66 chevaux, 1124 cm3, une petite boule de nerf, jante à 1000 en option avec le kit rallye. La voiture donnera naissance à la coupe 104 ZS entre 76 et 82. La voiture gagne avec Jean Todt et Jean-Claude Lefebvre le Tour de Corse en groupe 2 en 77. Cette version donnera naissance à la ZS2, version ultra collector et ultime de la 104 ZS. Vendue entre janvier et mars 79, la voiture possède un moteur encore plus performant avec 93 chevaux, une décoration spécifique, des élargisseurs d'ailes et les jantes à 1000 de série. Aujourd'hui, la voiture est introuvable, comptez environ 40 000 euros. En tout cas, c'est les derniers prix que j'avais vus en petites annonces pour un bel exemplaire de ZS2 restauré. Pour une ZS avec pas mal de travaux, comptez environ 6 500 euros, mais franchement, les exemplaires sont très rares. Bien évidemment, Peugeot continue de produire des berlines dans les années 70, mais elle reste très traditionnelle. La 604 voit le jour en 75, avec une ligne très carrée. La version V6 constitue un beau young timer à mon sens, à s'offrir pour environ 6 000 euros en parfait état. Si elle vous plaît, foncez car les prix risquent d'augmenter, c'est vraiment pas cher par rapport au potentiel de la voiture. La version que j'aime le plus, la GTI, sera produite de 83 à 85 avec ses deux lignes d'échappement si caractéristiques et son V6 PRV poussé à 155 chevaux. La 305, la remplaçante de la 304, quant à elle, est introduite dès 77. Alors bien évidemment, elle n'a pas marqué les esprits par son design un peu vieillot dès sa sortie, mais certaines versions sont extrêmement sympas et peuvent constituer de beaux young timers à mettre dans votre collection, notamment la version S en phase 1, qui peut se trouver à moins de 3 000 euros avec son moteur 89 chevaux, ou encore la version GTX avec son moteur XU de 105 chevaux qu'on peut trouver pour environ 4 500 euros. Et c'est notamment cette 305 au design vieillot que Peugeot Talbot Sport a essayé de bodybuilder pour essayer de l'introduire en compétition. Entre 80 et 81 a été développé un projet de 305 V6, passage de la traction à la propulsion, V6 PRV 2,5 litres 205 chevaux ou 2,9 litres 250 chevaux selon les sources. La voiture devait courir en groupe B, devait être homologuée et vendue à 200 exemplaires. Malheureusement, le projet n'a jamais abouti. La berline la plus moderne des années 70 chez Peugeot, dessinée par Pininfarina, sort en mai 79. C'est la 505 qui a marqué toute une génération. La version la plus intéressante pour moi est la 2 litres 2 turbo injection avec moteur Chrysler. La voiture fait 150 chevaux, puis évolue en 160 chevaux, puis en 180 chevaux à partir de 1986. Était disponible en option un kit PTS
pour pousser la puissance à 200 chevaux, fabriquée par Danielson, une vraie rareté. Si quelqu'un connaît encore le nombre d'exemplaires de cette voiture circulant en France, il l'indiquera dans les commentaires. Cette voiture apparaît notamment dans le film avec Jean-Paul Belmondo, Le Solitaire, le film où Belmondo met son perfecto et met des baffes au mec qui s'envolent dans des tables qui pètent en 1000 morceaux. La 505 Turbo Injection est aujourd'hui un véritable collector recherché, les cotes ne font que monter. Je vous conseillerais de mettre environ 10 000 € pour un bel exemplaire. Les finances vont plutôt mal chez Peugeot à la fin des années 70 et au début des années 80. Peugeot a racheté Citroën pour former le groupe PSA en 75. Peugeot a dû racheter de force la filiale française de Chrysler qui détenait elle-même Simca. Je vous réfère à la dernière vidéo que j'ai faite pour avoir un peu plus d'informations là-dessus. Le groupe va plutôt mal, notamment avec des modèles assez vieillissants dans la gamme, un peu trop traditionnels qui n'attirent pas une clientèle assez jeune. À la fin des années 70, le département marketing de chez Peugeot n'est peut-être pas en pleine forme. Les gens de chez Peugeot décident de remplacer le nom Simca par le nom Talbot. Le nom Talbot avait été racheté par Simca, Simca a été racheté par Chrysler, Chrysler a été racheté par Peugeot. Bref, on n'y comprend plus rien. La Talbot Horizon a été ainsi produite de 77 à 87. Petite compacte assez sympa dont on se souvient. La Talbot Tagora, superbe berlino de gamme, notamment en version SX avec son V6 PRV, a été produite entre 80 et 83. Tout ça a été un véritable échec pour Peugeot et Talbot. La marque Talbot disparaît seulement 6 ans après son introduction. La Talbot qui a le plus marqué les esprits à mon sens, c'est la Samba. Elle est ultra fun en cabriolet, les cotes ne font que monter. Comptez 6 000 € environ pour une belle Samba cabriolet avec sa bouille hyper attachante. La version la plus sportive de la Samba sera la Rally, nom repris de la Simca 1000 Rally, produite de 83 à 85 avec son moteur 1,2 litre 90 chevaux sur la Rally 90 HP. La voiture fait moins de 800 kg, une véritable bombe avec sa décoration spécifique. Aujourd'hui, la voiture est extrêmement rare. Si vous souhaitez acquérir un bel exemplaire de cette auto, comptez au moins 15 000 €. Et la voiture dont personne ne se souvient, la Talbot Lotus Sunbeam. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Talbot, une marque, Lotus, deux marques, Sunbeam, troisième marque. Sunbeam avait déjà été racheté par Talbot. Dans tous les cas, la voiture est une très belle sportive de l'ère des GTI. Elle a été introduite au Salon de Genève 79, développée par Chrysler, 2 litres 4 cylindres, 16 soupapes, 2 doubles carbus pour moins de 960 kg et 155 chevaux. La voiture est plus ou moins destinée au rallye. Elle sera un échec commercial avec seulement 2308 exemplaires fabriqués, moins de 30 exemplaires fabriqués la dernière année en 1981. La voiture qui déjà au début des années 2000 a attisé les amateurs de voitures de collection, n'a vu que sa cote monter et monter et monter. Aujourd'hui, comptez 35 000 € pour un bel exemplaire de cette Talbot Lotus Sunbeam. « 1981, la sortie de Rocky III, l'œil du tigre. Et l'œil du tigre, il fallait l'avoir chez Peugeot à l'époque pour se sortir de la merde. Peugeot crée PTS, Peugeot Talbot Sport, le département compétition de la marque, chargé de redynamiser l'image de Peugeot en compétition et de toucher une clientèle beaucoup plus jeune. L'homme qui devra tenir les rênes du département compétition de Peugeot, eh bien ce sera Jean Todt. Qui est ce monsieur Jean Todt? Alors Todt, T-O-D-T les gars, pas Todd de Super Mario, merci. Il est né en 1946, il arrive en France à ses 17 ans, il est passionné d'automobile et bricole des voitures dans son garage avec ses copains le week-end. Après ses études de commerce et de marketing, Jean Todt se lance en rallye et devient copilote et côtoiera les plus grands noms comme Jean-Pierre Beltoise. Il gagne le championnat des constructeurs en 1981 aux côtés de Guy Fréquelin. Il prend sa retraite la même année et devient directeur de Peugeot Talbot Sport. Le projet M24 est lancé dès 1977. L'idée est de sauver Peugeot de la faillite. La voiture est dessinée par l'équipe de Gérard Velter. Elle donnera naissance à la 205 sortie en février 83 et c'est cette 205 qui va être utilisée par Jean Todt pour booster la voiture et l'image de Peugeot en compétition. Jean Todt a flairé tout le potentiel du groupe apparu en 1982 avec des conditions d'homologation assez allégées pour les constructeurs.
C'est l'époque où des bêtes de rallye voient le jour, des voitures de plus de 600 chevaux. On se rappelle de l'ancien Delta S4, la Lancia 037, l'Audi Sport Quattro, la Maxi 5 Turbo et bien évidemment la 205 Turbo 16. La version de série devra être produite à 200 exemplaires pour l'homologation en groupe B. Elle sera produite au total à 219 exemplaires. Moteur central arrière, 4 cylindres, des ailes bodybuildées, un intérieur spécifique, 200 chevaux, 4 roues motrices, kit PTS disponible pour les clients les plus exigeants portant la puissance à 300 chevaux. La voiture dans les années 2000 ne valait pas si cher. J'ai quelqu'un près de chez moi, en tout cas j'ai entendu dire que quelqu'un près de chez moi en avait trouvé une pour moins de 15 000 € à remettre en route aux alentours des années 2008-2009. Aujourd'hui, un bel exemplaire vaut dans les 150 à 200 000 € selon le palmarès de l'auto. Un exemplaire est parti chez Agut à 291 760 € il y a quelques semaines. Bref, un pur collector qui a réussi à sortir Peugeot de la faillite en gagnant tout en compétition. La 205 T16 de compétition fait ses premiers tours de roue en 1984 en groupe B. 3 victoires pour Harry Vatanen, la voiture subit quelques correctifs. Elle continue sur sa ligne en 85. Titre constructeur pour Peugeot qui rafle tout en groupe B en 85. Les premiers accidents arrivent. Harry Vatanen fait une sortie de piste qui lui vaut 18 mois de convalescence. La voiture évolue à l'époque en T16 Evo 2 avec d'énormes appendices aérodynamiques pour augmenter la puissance et la coller encore plus au sol. En 86, titre constructeur pour Peugeot, titre pilote pour Kankkunen. Bref, Peugeot a tout raflé cette année-là. Malheureusement, on prévoyait l'évolution du groupe B en un groupe S encore plus furieux. Tout a été annulé du fait de la dangerosité de ces courses. La Peugeot 405 groupe S ne verra jamais le jour. La Peugeot 205 T16 va devoir être mise au placard. Mais Peugeot n'a pas dit son dernier mot. Peugeot Jean Todt n'ont pas dit leur dernier mot. Ils vont recycler la 205 Turbo 16. La voiture sera utilisée en rallye raid. Elle est engagée au Dakar 87 et remporte la victoire avec Harry Vatanen. Victoire en 88 avec Kankkunen. Entre-temps apparaît la 405 Turbo 16, version un peu évoluée de la 205 Turbo 16. Elle est engagée à Pikes Peak en 88 où Harry Vatanen gagne sur cette route pleine de cailloux ultra dangereuse avec ce monstre de 660 chevaux. Il bat le record absolu de cette course juste en mettant sa main comme ça pour se protéger du soleil. Entre-temps, Peugeot souhaite développer son département endurance. Dès 88, le projet 905 voit le jour. La voiture est engagée dès 90. Elle termine deuxième du championnat des courses d'endurance en 91. Triplé au Mans pour Peugeot avec la Peugeot 905 en 93. Malheureusement, 93 marque également l'année du départ de Jean Todt qui ira chez Ferrari côtoyer quelques grands noms comme Michael Schumacher. Peugeot va se servir de son image en compétition pour proposer pendant les années 80 et 90 les plus belles sportives de son histoire au grand public. La 205 sort le 23 février 83, véritable carton. Elle est fabriquée à 5 278 300 exemplaires jusqu'en 1998. Elle donnera naissance à une véritable légende, la Peugeot 205 GTI, sortie le 1er mars 1984. Au menu, moquette rouge, sellerie Biarritz, longue portée jaune, jante 14 pouces. DJ et surtout un moteur XU 1,6 litre 105 chevaux pour 855 kg, de quoi faire peur et faire rougir la Golf GTI à l'époque. La voiture sera proposée dès décembre 84 avec un kit PTS en option, 15 000 francs pour porter la puissance à 125 chevaux. La voiture évolue en 86 puisqu'elle sera proposée en 1,6 litre 115 chevaux, puis dès décembre 86 en 1,9 litre 130 chevaux pour pouvoir concurrencer les GTI de plus en plus gonflés à l'époque, dont la Golf GTI 16 fait partie. La voiture sera également proposée en quelques séries limitées, la plus mythique, la Griffe avec sa couleur vert fluorite, et puis d'autres séries spéciales, par exemple en Suisse, la Grand Prix. La voiture a été martyrisée pendant les années 90 par les amateurs de tuning et divers kékés. Beaucoup ont disparu de la circulation. Pendant longtemps, personne ne voulait de la 205 GTI, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que c'est une véritable légende. Les prix ne font que monter, monter et monter. Comptez pour une 105 chevaux, 14 à 15 000 € pour un bel exemplaire.
Pour une 130 chevaux, comptez 16 à 17 000 et pour une griffe, c'est 30 000 minimum pour un exemplaire entièrement restauré. Si la 205 GTI est un véritable phénomène dans les années 80 et 90, avec 294 514 exemplaires fabriqués, la 205 Rally qui voit le jour en 88 sera fabriquée à 10 fois moins d'exemplaires. La voiture est une vraie voiture de piste, une boule de nerfs énervée, une vraie machine à sensation, 1,3 litre revu par Danielson, 2 doubles carbu Weber, 103 chevaux pour 790 kg. La voiture cote aux alentours des 14 000 € aujourd'hui en très bel état. La 205 est également proposée à partir de 92 en version Gentry, 1,905 litre chevaux, version luxueuse de la 205. Elle est également proposée en version CTI, c'est grosso modo la GTI Cabriolet. La voiture sera fabriquée à 27 999 exemplaires avec un train avant de 205 GT. Elle ne reprend pas les trains roulants de la GTI malheureusement. Moteur 1,6 litre 115 chevaux et 1,9 litre catalysé 105 chevaux un peu plus tard. 1987, année de sortie de Top Gun, d'Over the Top et de Zelda sur NES, le jeu qu'on n'arrivait pas à finir quand on était petit parce qu'on comprenait pas tout. C'est aussi l'année de la sortie de la 309 GTI. Elle reprend la base mécanique de la 205 GTI 130 chevaux. Les plus beaux exemplaires sont aujourd'hui très prisés des collectionneurs. Une phase 3 portes devient vraiment difficile à trouver en bon état, comptez au moins 10 000 € pour un bel exemplaire. La voiture était proposée à l'époque avec un kit PTS turbo 165 chevaux avec les trains roulants standards. Je ne sais pas combien d'exemplaires ont été fabriqués, mais si vous le savez, vous le mettez en commentaire, c'est une vraie rareté. La voiture évolue en version GTI 16, 1,9 litre 16 soupapes, 160 chevaux pour 975 kg en 1990. La GTI la plus puissante de chez Peugeot. À l'époque, une véritable bombe, comptait au moins 15 000 € pour cette voiture. Son moteur provient directement de la 405 MI16, apparue également en 1987 pour concurrencer la Renault 21 Turbo. La voiture fait moins d'une tonne 100 avec des performances plus qu'honnêtes, une présentation sportive comme on les aime. La version 4x4 apparaît en 90, 200 kg de plus. Aujourd'hui, la cote des 405 MI16 suit la tendance des 205 et des 309. Pendant longtemps, on envoyait à bas prix. J'en ai vu près de chez moi 1 000 € en panne. Aujourd'hui, comptez 7 500 à 8 000 € pour un bel exemplaire. Un exemplaire est parti chez Agut avec très peu de kilomètres à plus de 21 000 € il y a quelques semaines. Si au début des années 90, Peugeot peut encore compter sur le succès en compétition de sa 905, c'est beaucoup moins fameux lorsque la marque décide de s'engager en Formule 1. Elle s'engage auprès de McLaren pour une saison, nombreuses casses moteurs, le contrat est rompu entre l'écurie et le constructeur. Entre 94 et 97, Peugeot s'associe à Eddie Jordan. Vous vous souvenez tous des Formule 1 jaunes, je suppose, quand vous étiez petit à la télé. C'est pas beaucoup mieux. Rien de fabuleux, 5 podiums en 3 ans de coopération. La 205 GTI, la 309 GTI, la 405 MI16 se vendent toujours bien au début des années 90. Les voitures se voient malheureusement affectées des premières normes anti-pollution considérables à l'époque. Et oui, déjà avec l'introduction du catalyseur, les puissances baissent à partir de 1993 sur la 309 GTI. 130 à 122 chevaux, 205 GTI 130 à 122 chevaux, la 309 GTI 16 passe à 148 chevaux, la 405 MI16 voit son moteur remplacé par un 2 litres de 152 chevaux, beaucoup moins de caractère et moins apprécié par les vrais amateurs du modèle. Entre-temps, Peugeot sort une version pimentée destinée à une clientèle assez dynamique et jeune de sa 106, la XSI. 100 chevaux d'abord à partir de 1992, seulement 95 à cause des normes anti-pollution nouveaux à partir de 1994. Bien évidemment, en novembre 93, la 106 Rally phase 1 voit le jour, 810 kg, une vraie boule de nerfs. La voiture reprend le 1,3 litre de la 205 mais avec l'injection et toujours 103 chevaux, seulement 11 000 exemplaires fabriqués, comptez 7 000 € pour un bel exemplaire. En 96, la 106 phase 2 apparaît avec une évolution au niveau des sportifs puisque la S16 est introduite, 1,6 litre 120 chevaux, 16 soupapes, le même moteur que la Saxo VTS 16V. Et puis sur cette phase 2 apparaîtra également une nouvelle Rallye avec un moteur 1,6 litre, toujours de 103 chevaux mais avec un peu plus de couple. 4300 exemplaires, véritable collector, 7500 €. C'est encore le moment de vous l'offrir. Si en 93, Van Damme en met plein la vue avec Cavale sans issue au cinéma, la 306 SS qui sort la même année se veut beaucoup plus discrète.
La voiture est proposée avec un 2,16 litres soupape. Il fait 155 chevaux à cave. Addition à caractéristiques acoustiques variables. La voiture évolue ensuite avec un moteur 150 chevaux à partir de 94 à cause des normes anti-pollution. Une version spéciale Le Mans limitée à 400 exemplaires sera proposée pour fêter les victoires au Mans de la 905. Couleur rouge Lucifer, sellerie Alcantara spéciale pour cette série très limitée. La voiture s'appellera également Rallye en version limitée à 500 exemplaires au Royaume-Uni. La 306 S16 évolue à partir d'octobre 1996 avec une version 167 chevaux boîte 6, la version la plus puissante du moteur XU, 1160 kg, une vraie bombe, une vraie GTI, une des toutes dernières GTI. Le 0 à 100 est abattu en 8 secondes 1. Comptez 7000 € pour une S16 à cave, comptez 9000 € pour une S16 167 chevaux. Et puis si vous trouvez une Le Mans en bel état, vous pouvez mettre jusque 12 000 €. La dernière vraie berline sportive, à mon sens, de chez Peugeot sort en avril 93, la 405 Turbo 16, 2 litres Turbo 16 soupape, 4 roues motrices, 200 chevaux, 20 chevaux supplémentaires pendant 45 secondes avec l'overboost, seulement 1061 exemplaires fabriqués de cette berline qui a été choisie par la gendarmerie nationale, qui en aura reçu 60 exemplaires pour assurer les interceptions dans la BRI. Cette auto aujourd'hui est extrêmement rare. Je rêverais de pouvoir en présenter une sur la chaîne. Si quelqu'un en a une, envoyez-moi un message. En tout cas, comptez 30 000 € minimum aujourd'hui pour une 405 T16 en parfait état. Malgré les défaites en Formule 1 avec Jordan, Peugeot s'obstine, il s'associe avec Alain Prost en 98, aucune victoire, retrait de la Formule 1 pour Peugeot dès 2000. Entre-temps, en rallye, c'est la 306 Maxi qui assure l'image sportive de Peugeot avec M. Delcourt et M. Panizzi. M. Delcourt remporte notamment la deuxième position au Tour de Corse 98, 2 litres XU 285 chevaux pour cette voiture mythique que l'on retrouve notamment dans V-Rally sur PlayStation 1. Et puis en 98, la 205 se retire, elle est remplacée par la 206 et c'est sur cette voiture que Peugeot va compter pour tout simplement effectuer un retour glorieux en rallye. Les dernières victoires en rallye qui ont marqué les esprits pour moi, pour Peugeot, ce sont les victoires en WRC au début des années 2000. Peugeot gagne les titres constructeurs 2000, 2001 et 2002. Pour le grand public, eh bien, la 206 S16 est proposée à partir de 1999. Elle assure l'image sportive du modèle auprès d'une clientèle dynamique et jeune. 2 litres 16 soupapes, 138 chevaux, 1050 kg. Elle sera produite jusqu'en 2007. Un véritable collector, une véritable opportunité, je vous en ai déjà parlé. Vu l'aura de la 206 WRC, cette voiture va monter. Comptez 3500 € pour un bel exemplaire, c'est cadeau. La version GT de la 206 S16 sera également 99, 4000 exemplaires pour ce véritable collecteur avec une petite plaque sur les montants de la voiture indiquant le numéro de série et des pare-chocs plus imposants pour pouvoir être homologué en WRC. Heureusement, malgré les victoires en rallye de la 206 WRC, Peugeot ne retrouvera plus jamais la même aura en compétition ou avec ses modèles sportifs. La 307 WRC prend le relais en 2004 de la 206 WRC, seulement 3 victoires en 2 ans. La 206 RC apparaît en 2003 pour concurrencer la Clio RS, 2 litres 16 soupapes Atmo, un très beau moteur, 177 chevaux pour 1100 kg, 7000 € pour un bel exemplaire, c'est le moment d'en acheter une, la dernière vraie Peugeot sportive à mon sens, avec la double sortie d'échappement et les sièges baquets, si caractéristiques de ce modèle. Suite à cette voiture, eh bien, on connaîtra la 307 Féline qui reprend la même mécanique et puis des modèles qui perdront au fil du temps en saveur avec des moteurs qui passeront de l'Atmo au turbo. Même si ce n'est pas encore l'hécatombe, ça commence à sentir la fin chez Peugeot. Peugeot se relance en endurance à la fin des années 2000 avec la 908 HDI FAP et oui, diesel, parce qu'à l'époque on bourre le crâne avec le diesel. La voiture gagne le Mans en 2010, Peugeot se retire de l'endurance en 2012, apparaît la remplaçante de la 206 RC, la 207 RC, équipée d'un moteur 1,6 litre 4 cylindres turbo THP. Certes une sportive qui propose des prestations honorables, mais qui commence à sérieusement manquer d'âme.
À partir de 2010, Peugeot veut jouer la carte de la nostalgie à nouveau. Après avoir utilisé le nom GTI, après avoir utilisé le nom S16 puis RC, on revient à GTI. La 308 GTI apparaît avec un moteur THP 1.6 200 chevaux, un embonpoint considérable, 1 tonne 4. On est loin de la 309 GTI 16 des années 90. La 208 GTI apparaît en 2013, 0 à 100 en 6 secondes 8. Une présentation vraiment pimentée et sympa. On joue la carte nostalgie avec les Custode GTI. Malheureusement, la voiture n'aura jamais l'aura de la 205 GTI. Même si Sébastien Loeb a battu le record à Pikes Peak avec la 208. Et oui, il faut quand même le souligner. La 308 GTI de deuxième génération proposera un moteur plus performant, toujours un THP, 270 chevaux puis 263 chevaux. À cause bien évidemment des normes anti-pollution et des malus, elle disparaît fin décembre 2020. Peugeot sort également l'RCZ-R. Certes, c'est une Peugeot sportive, sport, mais bourrée d'électronique, trop lourde, avec ce moteur THP 270 chevaux pour moi, trop aseptisé. On est loin de l'aura, de la rage et des machines à plaisir des Peugeot des années 80 et 90. Peugeot se perd en compétition, ils vont à droite, à gauche, ils font du rallye raid avec des voitures diesel, la 2008 et la 3008. Ils gagnent ainsi le Dakar en 2016, 2017 et 2018. Peugeot fait également du rallycross avec Sébastien Loeb, il se retire de la compétition en 2018. Que reste-t-il aujourd'hui de Peugeot Sport? Ah, quelle bonne odeur dans cette 205, ça sent le plastique, ça sent la poussière des années 80, ça sent l'usine de Sochaux. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on peut dire de Peugeot Sport, c'est qu'il souhaite revenir en endurance en 2022. Sûrement avec de l'hybride. Quelle image cela renvoie? Je ne sais pas. Aujourd'hui, Peugeot Sport a changé de logo et il propose une nouvelle appellation PSE, Peugeot Sport Engineered, notamment sur la 508, équipée d'un moteur thermique et de 2 moteurs électriques. Personnellement, je pense que Peugeot Talbot Sport a perdu de son aura lorsque Jean Todt est parti en 1993. Ils se sont perdus entre les diverses compétitions sans jamais vraiment s'imposer, sauf en WRC. Ils ont pris différentes appellations, on se mélange les pinceaux entre le GTI, le S16, le RC, le GTI, maintenant le PSE. Le seul point positif que l'on peut voir dans tout ça, c'est que Peugeot conserve toujours un moteur thermique sur sa 508 PSE. Au moins, on n'a pas une gamme 100% électrique comme Renault et Alpine. C'était Alex pour Overdrive AM. J'espère que cette vidéo sur l'histoire de Peugeot et de Peugeot Talbot Sport vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker, à venir me rejoindre sur Facebook et sur Instagram. Et bien évidemment, je vous dis à très bientôt les amis.